Bonsoir à tous. Le dialogue politique joue depuis hier. Les acteurs politiques à travers leurs délégués sont à la recherche des issues aux problèmes politiques. Toutes les tendances sont au palais des congrès. C'est presque le début de l'expression du génie béninois, vous le verrez. Mais alors, quelle a été la véritable ambiance? L'ambiance donc de cette deuxième journée. On va faire le point dans cette émission qui reçoit les délégués et certains membres de partis politiques. D'abord, celui qui est à ma gauche, juste proche de moi, Gildas Aizano, secrétaire général national adjoint de l'UDBN. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Délégué désigné par votre parti, mais également, comme je l'ai dit, secrétaire général national adjoint. Merci d'avoir accepté notre invitation. Malgré la fatigue depuis hier, on imagine comment ça peut être éprouvant. Alors, vous n'êtes pas seul. Juste à côté de vous, nous avons Prosper Adokounou. Lui, il est trésorier général adjoint de Force Cori. Point Bénin émergent. Là encore, merci. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Allez, et juste en face, nous avons Eric Martin Sangan de l'Union progressiste. Un habitué de nos plateaux. Merci d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir. Merci, cher ami journaliste, et bonsoir aux chers téléspectateurs. Alors, c'est le dialogue politique depuis hier. Nous allons essayer de faire l'écho de la continuité de ce dialogue-là ici, on va dire, en étant doux peut-être, mais juste dans notre analyse de ce qui se passe de l'autre côté. Pour planter le décor, déjà, je commence par les délégués, revenir sur l'ambiance. Est-ce que c'est la continuité de ce que nous avons vu hier? Hier, il y avait des sourires, pourquoi pas des embrassades inattendues. Est-ce que ce fut la continuité aujourd'hui? Merci, monsieur le journaliste. Je salue également les téléspectateurs. C'est la même ambiance aujourd'hui. C'était une ambiance conviviale. Vous savez, nous sommes entre Béninois. Quels que soient les bords politiques, il fallait quand même une bonne ambiance pour que le dialogue se déroule dans de bonnes conditions. Alors, la même question à vous, Gildas. Est-ce que l'ambiance, elle a été aussi bon enfant comme ce fut le cas hier? Déjà, merci pour l'invitation, la possibilité que vous nous offrez de pouvoir échanger ce soir et que je me retrouve en face de nos amis de l'Union progressiste et nos amis des Forces Cori pour un Bénin émergent en train d'échanger, n'est-ce pas, et prouve qu'il est possible de nous entendre sur un certain nombre de choses quand il s'agit de l'intérêt supérieur de notre pays. Nous connaissons tous le contexte qui a prévalu. Nous savons tous que nous sommes sortis des échéances électorales qui, malheureusement, ont donné de la psychose à nos populations, des élections qui ont vu malheureusement des pertes en vies humaines, ce qui n'est pas du tout souhaitable. À partir de ce moment, la responsabilité aurait voulu que les acteurs politiques puissent s'asseoir pour échanger, pour que nous puissions analyser nous tous là où il y a des couacs, des dysfonctionnements. C'est ce que nous essayons de faire depuis hier. Et je peux vous confirmer que malgré que l'optimisme n'était pas forcément grand au démarrage de ces échanges, on peut dire qu'au deuxième jour de ces assises, il est peut-être possible de commencer par espérer un certain nombre de choses qui peuvent aller vers le dégel de la situation, parce que les uns et les autres, quand même, font preuve de beaucoup d'ouverture, en sachant que le peuple nous regarde et attend que nous puissions sortir, n'est-ce pas, de ces échanges avec des propositions suffisamment concrètes qui puissent permettre la pacification du pays, parce que sans cette pacification, le président de la République a beau être un génie, si son action politique est tout le temps torpillée, il ne peut pas mettre
en exécution de façon convenable le programme d'action gouvernemental. Alors, un œil peut-être, on va dire, un peu plus dégagé, mais tout à fait indiqué, parce que c'est quand même Éric Martin Senghor. Alors, votre appréciation de l'ambiance depuis hier à aujourd'hui, est-ce que ce fut, on va dire, ce à quoi vous vous attendiez, ou bien au-delà même? Oui, je commencerai mes propos par dire merci. Merci à toutes ces Béninoises et à tous ces Béninois. Je ne vais pas parler de forces politiques, mais qui ont pris sur eux la responsabilité de franchir le pas et de dire il faut qu'on discute, il faut qu'on trouve des solutions. J'ai coutume de dire que ce pays, nous l'avons hérité de nos parents et nous avons l'obligation de le léguer à nos enfants. Il nous importe de léguer à nos enfants un pays uni, mais un pays prospère. Et il faille que chacun regarde dans ce sens et qu'un effort se fasse. J'ai constaté depuis hier que dans une ambiance de sincérité et de fraternité, les questions s'épluchent et des approches de solutions se trouvent. Vivement que cela continue pour que les jours à venir, nous puissions aboutir à un Bénin où tout puisse aller normalement. Et comme je veux bien emprunter le mot à mon ami Aizano, que cette psychose que nous avons pourfendée, que nous avons utilisée, employée, créée, que cette psychose enfin disparaisse et que le pays se dise, nous sommes un pays d'avenir, levons-nous, construisons ensemble. Alors, une dernière question sur l'ambiance et avant de revenir sur le déroulement quand même des discussions. Et cette question, je vous l'adresse à vous, Prosper. Alors, s'il y a un groupe politique qui avait peut-être des raisons d'être réticent, c'est forcément les FCBE. L'ambiance, finalement, ce n'était pas ce à quoi vous vous attendiez. Bon, il faut dire que nous avions des raisons de nous inquiéter. Nous avions des raisons d'être réticents. Mais finalement, vous avez des raisons de vous féliciter d'avoir été là, finalement. Bon, évidemment. Depuis hier, on a constaté quand même qu'il y a la bonne volonté de tous les côtés. Et que les gens sont un peu ouverts au dialogue. Et que les gens comprennent un peu notre position ou nos positions par rapport à ce qui s'est passé. L'ouverture au niveau de chaque tendance. Alors, puisque nous devons parler de, on va dire, du déroulement des discussions proprement parler, vous êtes deux délégués, on va avoir peut-être la chance d'avoir des éléments. Mais avant de revenir à ça, on va essayer, si l'élément est prêt, on va essayer de suivre quelques délégués qui se sont confiés justement sur la façon dont les discussions se sont déroulées. Je voudrais profiter donc de votre micro pour remercier sincèrement le chef de l'État pour cette initiative et remercier tous les partis politiques qui, de façon inlassable, ont participé depuis hier afin qu'on puisse accoucher un certain nombre de choses, le toilettage des textes, donc le code électoral, la charte des partis. On s'est entendu sur un certain nombre de choses qu'il faut corriger, certaines dispositions de la loi qui permettront demain donc de ne pas corser sérieusement le dépôt donc des candidatures, le dépôt des dossiers et l'étude donc pour donner l'agrément donc aux partis politiques. Tout cela, on a pu voir donc quels sont ces articles, ces dispositions-là qu'il faut voir. En dehors de ça, il y a eu le renforcement du système partisan. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une certain nombre de points que nous avons conseillé sur donc la représentation des femmes. Toutes les instances de décision de notre pays, il faut que les femmes soient présentes. Nous avons fait des recommandations et demain, nous allons adopter ensemble notre rapport que nous allons soumettre donc au chef de l'État. Et nous pensons et nous souhaitons que le chef de l'État, comme il l'a dit, qu'il prête une attention bienveillante et particulière donc à ces amendements pour que nous puissions avoir la satisfaction d'avoir contribué donc à quelque chose lors de ces 72 heures donc de dialogue. Il est vrai que nous sommes à un dialogue et quelquefois le ton monte, mais
le présidium, le facilitateur ont su à chaque fois ramener le calme. Et puis nous-mêmes, nous constatons que tous les partis politiques qui sont arrivés sont empreints d'un haut sens de responsabilité et d'esprit de nation. Et à chaque fois, le ton baisse et puis les contributions qui viennent nous montrent que les gens sont venus vraiment pour dialoguer, pour rechercher la paix, pour notre pays, pour que notre pays se remette sur les rails. Ils ne sont pas venus avec des arrière-pensées. Ce qui m'a marqué, c'est la participation massive, la bonne volonté des participants, des délégués de tous les partis représentés ici. Ne vous inquiétez pas, tout se passe très bien. Alors, c'est vrai que tout se passe bien et que les souris dehors en témoignent, mais tout de même, il y a eu, qu'on a souligné, quand même des tons qui montaient, des points d'achoppement. Est-ce que, Monsieur Prosper, vous pouvez, par exemple, nous en rappeler, là où il y a eu par moment des tensions? Quels sont ces points-là? Non, ce ne sont pas de vives tensions. Hein. C'est sûr que dans des réunions pareilles, dans un dialogue, nous ne pouvons pas adopter le même ton. Tout à fait. Il y a des gens qui pensent que, bon, tel a soulevé une question qu'il ne fallait pas soulever. Mais il faut dire qu'il y a certains qui sont proches du pouvoir, que je peux désigner comme des caciques, et qui pensent qu'il ne faut pas aller trop loin dans ce que les autres demandent, les opposants demandent. Et quand ces caciques-là interviennent, bon, évidemment, l'opposition réagit. C'est tout à fait normal. L'opposition aussi en demande peut-être beaucoup trop que ce à quoi peut-être on pourrait s'attendre. Non, mais nous sommes revenus de très loin. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Comme un exemple je ne dirai pas la même chose que mon ami Sangan. Les choses n'ont pas été fabriquées. Ce qui s'est passé, c'est parti de quelque part. Il y a toujours des causes à quelque chose. Et je crois qu'il y a un politologue qui a dit, vous pouvez tout faire à un politicien, mais ne l'empêchez pas d'aller à des élections. Il peut aller échouer, mais empêcher d'office, catégoriquement, à des politiciens d'aller aux élections, vous voyez ce que ça peut produire comme tension. Je crois que les tensions n'ont pas été fabriquées. Alors, Judas, ces points-là, où par exemple vous avez dû âprement défendre vos positions, par exemple? Non, c'est important de dire tout de suite que ce qui se passe, ce n'est pas toujours, n'est-ce pas, qu'on s'accorde sur tous les points. Il y a des échanges parfois virils, mais c'est normal dans un dialogue politique que ces échanges puissent prendre, n'est-ce pas, et cette connotation à des moments donnés. La première victoire, déjà dans la journée d'hier, c'est de déjouer un plan. Un plan parce que ce soit l'UDBN ou d'autres formations politiques, en tout cas nous l'avons nous autres combattu ouvertement dans la salle, nous avons constaté qu'il y a des formations politiques qui voulaient d'un dialogue, n'est-ce pas, à minima, aux antipodes de la volonté du chef de l'État exprimée dans le discours, n'est-ce pas, qui lançait ces échanges. Parce que le chef de l'État a fait un diagnostic lucide qui dit clairement que nous avons tous, de par nos comportements, conduit le pays à un certain nombre de choses qui malheureusement ont compromis, quoi qu'on dise, un peu la paix sociale. Quand vous parlez de... Et quand le chef de l'État, dans cette démarche, tend la perche à la classe politique et nous donne, n'est-ce pas, l'occasion de débattre des sujets qui fâchent et de lui faire des propositions, je crois qu'il aurait été peu responsable de la part des acteurs politiques que nous sommes de ne pas saisir cette pêche-là pour véritablement dire les ressentis de nos populations. Et donc, ces barons du système en place qui se considèrent comme les mastodontes autour du chef de l'État ont tout de suite voulu canaliser les choses
pour qu'on ne puisse pas trop parler en disant plutôt que non, on ne va pas réécrire le code électoral, on ne va pas réécrire la charte des partis politiques, il aurait suffi de faire quelques petits aménagements, mais l'UDBN a été ferme. Nous avons pris la parole pour dire à ces aînés que nous ne soutiendrons jamais qu'on puisse dévoyer ce dialogue politique. Soit, en tant que délégués, nous avons la possibilité d'opiner sur ce qui s'est passé et de faire des propositions en profondeur, quitte à ce qu'on revoie, n'est-ce pas, le code électoral en profondeur et la charte électorale, soit nous n'avons pas notre place. Nous sommes allés jusqu'à leur dire, s'il n'y a pas de problème, pourquoi le chef de l'État s'est senti dans l'obligation de convoquer un dialogue politique? Finalement, tout le monde a accédé à... Finalement, voyant la détermination des délégués, que nous sommes à ne pas être utilisés comme des marionnettes, voyant que nous n'étions pas venus pour légaliser forcément ce qui semble être, eux, leurs intérêts, parce que ces partis politiques-là, eux, ils n'ont pas intérêt à ce qu'on aille au dialogue politique parce qu'ils se complaisent dans la situation actuelle, parce qu'ils se disent que ça les arrange. Or, le chef de l'État, en tant que père de la nation, a perçu le danger et veut évidemment que les lignes bougent. Donc, l'UDBN a voulu qu'on insiste sur la volonté du chef de l'État pour sauver, n'est-ce pas, ces échanges-là. Donc, ça n'a pas été aussi facile qu'on le pense. On a dû répondre parfois d'une certaine manière à des aînés qui ont fini par rentrer dans les rangs et comprendre que, attention, nous n'allons pas légaliser quelque chose qui était planifié à l'avance et que nous sommes venus vraiment discuter et poser tous les problèmes qui fâchent. Et je peux vous garantir que d'hier à aujourd'hui, tous les sujets qui fâchent ont été mis sur la table. Alors, il y a tout de même cette crainte-là et même ces analyses-là qui considèrent que le dialogue quand même pourrait très rapidement glisser on va dire, dans le rôle de la rédaction pratiquement des lois. Est-ce que vous avez eu vent, ou plutôt vous avez eu ce sentiment-là aussi? C'est vrai que depuis hier, je ne suis pas allé au Palais des Congrès. J'étais même pas à la séance d'ouverture. Parce qu'on n'est pas tenu d'aller sur tous les fronts à la fois. Mais je sais qu'avant que nos délégués n'aillent, nous nous sommes vus et nous avons discuté. Et je peux vous assurer que moi, mon parti politique, l'Union progressiste, était dans toutes les dispositions, toutes les prédispositions pour discuter de façon sincère avec des partenaires sérieux. Et je crois que nous avons des partenaires sérieux en face de nous. Et cela étant, les discussions ont été faites. Ce que je n'apprécie pas un peu, c'est qu'on tente sur ce plateau de diaboliser des gens avec qui on a quand même fait des débats fructueux. On est en train de trouver des consensus, content de montrer à la population qu'au début, qu'ils n'en voulaient pas et que c'est parce qu'on a fait un forcing qu'on en est arrivé là. Je souhaiterais que nous sortions cela de ce débat-là et que nous avancions, que nous parlons de l'essentiel. L'essentiel, c'est les compromis. L'essentiel, c'est le consensus qu'on est en train de rechercher pour que, comme nous le disons, cette psychose née des élections, que chacun puisse qualifier de ce qu'il veut. Moi, je peux dire que c'est des élections angéliques, ça dépend de ma position. Je suis en politique et en politique, il n'y a pas de conscience. On ne me le reprochera pas. Monsieur Aizan, non, je ne vous ai pas coupé quand vous parliez. Donc, ne me le reprochez pas. En politique, il n'y a pas de conscience, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Donc, ce que certains partenaires trouvent mal, moi je peux trouver que c'est bien et justifier que c'est bien. Et en réalité, il n'y a pas eu de problème par rapport aux élections. Il n'y a pas eu de problème par rapport aux élections. Je n'ai pas m'appesantir dessus pour qu'on ne dise pas que je suis en train de remuer des couteaux dans les plaies. Mais je sais que c'est notre difficulté à nous conformer aux tests que nous nous donnons nous-mêmes qui posent les problèmes. Je vais vous le dire. Je vais vous prendre un exemple actuel. Le Nigeria a fermé ses frontières parce que notre pays sert de couloir de transit pour que les produits que lui déclare prohibés, les produits que lui ne veut pas recevoir sur son territoire, y atterrissent. Le Nigeria a dit « je n'en veux plus ». Le Nigeria a fermé ses frontières. Mais j'ai vu des opérateurs économiques béninois aller demander au président de l'Assemblée de faire voter des lois pour que le Nigeria ouvre ses frontières. Parce qu'eux, ils estiment qu'ils ont des centaines de conteneurs dans le port et que forcément, coûte que coûte d'Arda, il faut que ces conteneurs-là aillent au Nigeria.
C'est malheureusement ce que nous sommes, nous, Béninois. Nous nous donnons des tests, puis après, nous refusons de les appliquer. Nous allons tout reprendre, si vous voulez. Nous allons refaire la charte des partis politiques. Nous allons refaire le code électoral. Et demain, les gens vont trouver à changer. Et je pense qu'avant-hier, ou il y a quelques jours, j'étais sur un plateau avec un FCBE, précisément avec Eugène Azatassou. Je ne sais pas si les amis se sont finalement concertés, se sont entendus. Parce qu'il a déclaré de coûte que coûte et d'arda que les FCBE n'y seront pas. Moi, je lui ai dit quand même qu'il y a les formalistes et les résistants. Je pense que la paix reviendra dans vos rangs et qu'ensemble, nous allons construire ce pays. Mon ami Aïzanos, lui, c'est un partenaire politique. Même si à un certain moment, nous ne sommes pas entendus, on n'a pas divorcé, le divorce ne sera pas consommé, nous allons continuer ensemble. Même si à l'intérieur, dans les couloirs, nous nous dirons ça ne va pas, le pays sera construit. Voilà. Quand vous parlez de réécriture, par exemple, de la charte politique ou du code électoral, et qu'après, il y aura toujours des renchonnements, vous avez l'impression qu'on va trop loin dans cette démarche de revoir la charte et le dialogue? Non, absolument pas. Si c'est ce qui permettra qu'on avance, que le pays avance, pourquoi ne pas le faire? Absolument pas. Nous, on n'a rien contre. Si c'est nécessaire qu'on reprenne, on reprendra. L'essentiel, c'est que demain, les mêmes acteurs de la reprise ne viennent pas dire ce qu'on a repris pêche. Vous comprenez? Ce que je crains, c'est que toutes les fois que nous aurons pris, nous serons obligés de remettre en cause des lois que nous avons adoptées, que nous avons pris nous-mêmes, le pays aurait du mal à avancer. Parce que, pour moi, en réalité, ce n'est pas les lois qui posent problème. C'est notre conception, c'est notre manière de les appliquer qui pose problème. Maintenant, si on peut trouver des moyens de les appliquer pour que les problèmes que nous soulevons, les objections que nous soulevons soient dissipées, faisons cela. Maintenant, si c'est nécessaire, si c'est une condition sine qua non, qu'on revoie tout, qu'on rebelote et qu'on recommence, c'est tant mieux pour le pays. C'est tant mieux pour ce pays-là, parce que le pays en a certainement besoin. Mais l'essentiel et le plus important, c'est que demain, c'est-à-dire demain, qu'on ne nous dise pas, on a été au dialogue politique pour rien. Les nouvelles lois, là, posent plus de problèmes que les anciennes et que c'est encore un marché de dupes. Il faut que le Bénin devienne sincère et que nous commencions par nous dire la vérité. Nous n'aimons pas nous dire ça, mon cher ami Aïzano. Mon grand frère Prosper, nous étions ensemble, on se connaît très bien. Donc, nous n'aimons pas nous dire la vérité et vous savez que ce que je dis est vrai, c'est sincère. Alors, je souhaiterais que nous allions tous dans ce sens-là. Justement, on va attendre celui que vous avez appelé votre grand frère. Alors, celui-là qui représente FCBE ce soir ici et demander si finalement, au-delà peut-être des petites réticences du début, finalement, la teneur des échanges, surtout au niveau du point 1, parce qu'il faut le rappeler, c'est ce point-là qui concerne la charte et le code électoral. Si finalement la teneur vous a satisfait ou plutôt a été à la hauteur des attentes des FCBE. Bon, je dois d'abord répondre un peu à ce que mon jeune frère Eric a dit concernant les FCBE. Ceux qui étaient réticents, mon frère Azatassou, ceux-là ont raison aussi. Ceux qui ne voulaient pas qu'on aille au dialogue, ils ont leur raison. Et ils ont des raisons valables. Est-ce que finalement, après 2 jours, ces raisons-là sont toujours valables? Attendez, ces raisons, bon, il faut y aller pour constater ce qui s'y passe. Mais je dis que ceux qui n'étaient pas d'accord qu'on aille avaient leur raison. Et je leur trouve raison parce que il y avait eu déjà des rencontres auparavant qui n'ont rien donné. Donc sur cette base, les gens ont dit, mais il ne faut pas aller perdre son temps à un dialogue comme ça. Bon, mais arrivé là-bas, on a constaté que, comme l'a dit mon frère, il y a des gens qui voulaient faire blocage. Mais tout le monde s'est attendu pour dire non, ce n'est pas l'esprit du chef de l'État, ça. Dans son discours, il a été clair. Il n'y avait pas eu de sujet tabou.
Donc on a mis tout sur la table, même les sujets qui fâchent énormément, on les a mis sur la table et tout le monde a discuté. Et parfois même, nous-mêmes, on est surpris par la compréhension, hein, par la bonne volonté de nos vis-à-vis. Surpris agréablement alors. Merci. Bon, un peu agréablement, parce que on était vraiment réticents, et ceux qui étaient réticents avaient leur raison d'être réticents. Mais arrivé là-bas, on a constaté qu'il fallait y être pour discuter et faire valoir nos points de vue. Parce que les laisser aussi et ne pas y aller, bon, les gens vont faire les choses et nous allons encore demander un autre dialogue. Ce ne serait pas une bonne chose. Mais j'ai constaté que d'hier à aujourd'hui, on a tout mis sur la table et on a discuté sincèrement. Chacun a dit ce qu'il pensait et tous les partis se sont vidés et ceux qui voulaient empêcher que l'on se vide, on leur a dit non, ce n'est pas dans l'esprit de ce que le chef de l'État veut. Alors, voilà. Il y a un mot peut-être avant qu'on ait possible. Oui, allez-y. Oui, sur la question de la conscience en politique, je voudrais tout juste appeler à mon secours un célèbre penseur que nous tous, nous aimons tous, Jean-François Rabelais, lorsqu'il dit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais là, il ne parlait que de la science. Hein. Et la science politique aussi est une science. Oui, c'est une science. Il n'y a pas que les mathématiques qui soient considérées comme des sciences. Oui. Et donc, il est important que nous puissions mettre, et mon aîné sera certainement d'accord avec moi, une dimension éthique dans notre façon de faire la politique. Nous ne faisons pas la politique pour œuvrer, n'est-ce pas, à l'appauvrissement de nos populations. Nous faisons tous la politique parce que nous avons envie d'un certain bien-être pour notre pays. Nous faisons la politique parce que nous voulons que la paix et l'unité nationale soient renforcées et que chaque enfant de ce pays puisse être fier d'être béninois et qu'il ait la certitude qu'il profite aussi des richesses produites par ce pays. Alors, et donc, il nous faut mettre un minimum de conscience dans la politique. Et j'irai un peu plus loin pour dire sur cette même question que oui, on peut toujours s'arc-bouter sur des tests. Parce que j'ai vu un développement très intéressant de mon aîné sur le sujet. Des tests qui auraient été pris, évidemment, et qui pourraient tout régir. Mais si ces tests ont réussi à régler nos problèmes, on ne serait pas aujourd'hui au dialogue. Cela veut dire que ces tests ont échoué. Ces tests ont échoué et c'est pourquoi le chef de l'État a bien fait de demander à ce qu'on vienne aujourd'hui corriger ces tests. C'est très important. Nos tests régulent, n'est-ce pas, notre vivre ensemble. Et l'autre dirait, Montesquieu, que les lois sont faites pour servir les hommes et non les asservir. Quand des lois deviennent des soucis qui peuvent provoquer des morts dans une démocratie, il y a urgence qu'on puisse rapidement regarder ces lois-là pour avancer. C'est ce que nous avons commencé par faire depuis hier. Et j'avoue que nous autres, qui soutenons cette démarche du chef de l'État et qui refusons que le chef de l'État soit pris en otage pour ne pas aller au dialogue, nous nous disons que nous sommes très heureux d'avoir des gens. Moi, l'UDBN n'était pas très sûr que les FCBE participeraient au dialogue. Quand nous les avons vus dans la salle, nous nous disons de toute façon, les FCBE, ils viendront certainement, puisqu'on les accusait sur les réseaux sociaux, faire du dilatoire pour soutenir tout ce que les formations politiques de la mouvance proposent. Mais j'ai été surpris de constater que tous les points défendus depuis par la formation politique de l'opposition FCBE, l'aile représentée par les Mpe, Yarou et autres, ils ont sorti tous ces points-là, jusqu'à la question des élections législatives à reprendre. Tous les points ont été mis sur la table. À partir de cet instant, je me suis dit que nous sommes en face des adversaires crédibles qui ont envie que nous puissions débattre de tous les sujets pour que nous puissions faire des propositions idoines qui sortent notre pays, n'est-ce pas, de la situation actuelle. Alors, on ne peut pas rester dans le déni de la réalité. Il y a crise,
il y a problème. Notre pays n'a jamais connu cela. Nous devons aller de l'avant. Quand il y a cette possibilité-là quand même de tout sortir, est-ce que on peut encore être freiné, on peut se refuser en réalité de quand même connaître la bonne foi ou plutôt la disponibilité du camp d'en face? Oui, la disponibilité du camp d'en face, c'est pas un forcing. On ne force pas la main. Personne n'a été forcé. Mais vous nous avez demandé de parler de l'ambiance. Je veux vous rassurer que tout au moins, nous deux, nous sommes des délégués qui avions participé de bout en bout et qui sont mieux placés pour vous dire quelle était l'ambiance depuis hier. C'est de cette ambiance que nous parlons. Voilà. Ce ne fut pas aisé, mais on a arraché le droit de tout dire, de mettre tout sur la table, même ce que les gens ne voulaient pas entendre parce que ça compromettait leur confort actuel. D'accord. Alors, parlons maintenant alors des points. Soyons un peu plus pratiques. Par exemple, c'est vrai que hier, le premier point a été discuté, sans doute fini aujourd'hui, mais surtout, vous avez parlé du deuxième point, renforcement du système partisan, la recherche de l'équité, de la représentation à l'Assemblée nationale, représentation territoriale, représentation des femmes notamment, et du quatrième point. Tout ça pour aujourd'hui, hein, quatrième point, statut de l'opposition. J'espère que tout ça a été vraiment discuté. Et puis, les mesures d'apaisement pour la paix et la cohésion nationale. 4 points donc pour aujourd'hui. Dans le fond, pour ce qui concerne le renforcement du système partisan, avant que je ne revienne à Eric Martin Sanga, qu'est-ce qui a été, on va dire, qu'est-ce qu'on peut retenir, M. Prosper? Bon, il faut rappeler que le point 5 concernant les mesures d'apaisement, c'est l'opposition qui a demandé qu'on l'ajoute à l'ordre du jour. Oui, que nous, on est intéressés par ces mesures d'apaisement. Parce que l'ordre du jour initial n'avait pas inscrit ce point-là. Mais au cours des débats, tout le monde a accepté. La plénière l'a ajouté. Oui, que ce point-là soit inscrit. Effectivement, dans le fond, on parle de quoi? C'est quoi son contenu? Bon, ces mesures-là. Tout le monde connaît ce que FCBE avait posé comme préalable avant d'aller au dialogue. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, on a repris tous ces points pour dire que nous, on est obligé de solliciter ces mesures-là parce que c'est des mesures indispensables pour que la paix revienne dans la cité. Tout le monde sait que nous exigeons la libération des prisonniers politiques et l'arrêt des poursuites à caractère politique. Nous avons dit aussi le retour des exilés politiques sous mandat d'arrêt ou non. Le point des décès et dégâts matériels occasionnés par les violences post-électorales. La restitution aux parents des victimes des corps qui seraient encore sous scellé judiciaire. La reprise des élections législatives. Mais je rappelle que ce point-là, la reprise des élections législatives, c'est revenu à plusieurs reprises dans les discussions. Et finalement, des formules ont été proposées pour que nous sortions de ce guépier-là. Le toilettage ou l'abrogation des lois relatives à la criette, le droit de grève par exemple, le code numérique. L'indemnisation de toutes les victimes des violences post-électorales, les familles éplorées, les blessés et ceux qui ont subi des dégâts matériels, etc. Et nous avons ajouté qu'il faut essayer de revoir le cas des enseignants suspendus. Alors, tous ces points-là, de toutes les façons, débattus de fond en comble, Eric Martin Sanga, finalement, au-delà des questions donc liées à la charte, au code électoral, la querelle électorale, il y a quand même pas mal d'éléments. Votre avis sur tout ça? Un avis mitigé. Mitigé parce que, à quelques exceptions près, je me demande réellement avec quel interlocuteur nous étions. Parlant de cela, je sais qu'il y a une partie des FCBE qui était ailleurs dans un autre dialogue.
Il y a une autre aile qui était avec nous, qui était au Palais des Congrès, qui était dans le dialogue national. Mon souhait, c'est que demain, on ne revienne pas sur tout ce qui a été retenu. Qu'on ne revienne pas là-dessus et que finalement les FCBE s'entendent. Parce que jusqu'à tout à l'heure, nous continuons d'entendre deux sons de cloche. Une partie des FCBE qui sont dans le dialogue, qui veut évoluer avec la nation que nous saluons, et l'autre qui est dans la contestation, qui n'est d'accord avec rien de ce qui se fait jusqu'à aujourd'hui. Je souhaite vivement, puisque le grand frère m'a répondu, je souhaite que la paix revienne dans leur maison, que la cohésion revienne et que ensemble nous bâtissions ce pays. C'est relatif. Et comme l'a dit mon frère Kitty, les sciences ne savent pas. Qu'est-ce que la Blaise a dit? Rappelez-moi ça. Science sans conscience n'est que... Non, je sais que science sans conscience n'est que l'une de là, mais l'autre a ajouté que les lois ne valent. Montesquieu, les lois sont faites pour servir les lois hommes et non les asservir. Tout à fait. Mais les lois sont en elles-mêmes une sorte de convention. Et quand c'est l'ensemble qui va à cette convention, il importe qu'on fasse l'effort de s'y conformer. Je sais qu'il peut y avoir des difficultés. Et quand il y a des difficultés, on s'assoit et on rebelote. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc, néanmoins, je pourrais dire à une certaine formation politique qui n'était pas prête pour aller aux législatives. À quelques exceptions. Je sais que l'IDBN a déposé ses dossiers. Sans le certificat de conformité, l'IDBN est allé à la fin. Elle a déposé ses dossiers. Mais on n'a pas vu les FCBE faire cet exercice-là. Si les FCBE l'avaient fait, nous saurions qu'ils avaient vraiment envie d'aller aux élections. Donc, je refuse que sur un plateau, des gens qui se sont refusés d'aller aux élections viennent dire qu'on les a empêchés d'aller aux élections. Il faut qu'on cesse avec ce débat-là. Je le concède volontiers à l'UDBN, ils ont déposé. Et je pense que c'est le certificat de conformité est l'une des raisons pour lesquelles leurs dossiers n'ont pas été étudiés, n'ont pas été pris en compte. Mais les FCBO n'ont pas acté, ils n'ont pas été candidats. Ils sont responsables de ce qui leur est arrivé. Ce n'est pas les autres. C'est pas les autres. Mon souhait, mon grand souhait, le souhait de tout le peuple béninois, c'est que nous puissions avoir des lendemains meilleurs. Même si nous avons tendance à faire croire qu'il y a forcément une crise qu'il faut que l'on résolve, que l'on vide, que l'on apaise. Le Bénin avance malgré cela. Le Bénin n'est pas en arrière. Le pays se construit, les salaires se payent. Maintenant, quand on nous dit de la réintégration des enseignants compressés ou des enseignants sont suspendus, quelles sont les causes de la suspension? Nous devons continuer par faire ça. Rester dans une république où, quand un tampillon se permet d'aller voler un mouton, on le jette en prison. Et quand Pierre s'arrange pour prendre le milliard, on dit il faut régler ces idées politiques. Nous voulons de quelle république? Dites-moi, je veux comprendre ça. Qui sont les exilés politiques? Parlez-moi d'eux. Nous voulons de quelle république? Si à chaque fois qu'il y a un problème, si à chaque fois que quelqu'un est en porte-à-faux avec les textes de la République, il faut que le politique s'entremêle et dise, c'est un exilé politique, il faut qu'on revoie, personne n'a jamais été renvoyé du Bénin. Hein? Personne. Personne n'a été contraint à l'exil. Et il y en a parmi ceux que vous appelez exilés politiques qui n'ont même pas reçu une première convocation avant de partir. Il faut qu'on cesse. Ce pays n'a pas besoin de ça. Si les amis ne se reprochent, qu'ils viennent. Et bien, s'ils se reprochent des choses, qu'ils viennent se laver. Attendons, moi je salue de toute façon Kouché, qui est revenu une fois. Et qui s'est présenté au juge d'instruction. C'est déjà un courage. Je salue Adjamon qui est resté pendant un certain temps. Et qui est parti. C'est déjà un acte de courage. Mais que les autres viennent nous dire, nous parler de ce qu'on leur reproche.
Vous parlez de ce que leur reproche. On ne peut pas continuer par dire les exilés politiques, les enseignants qui ont été ils ont été suspendus. Pourquoi? Ils ont été suspendus. Pourquoi? Alors, la question à Isonon, c'est quand même dit que c'est vrai qu'on a entendu tous ces éléments-là qui sont contenus au niveau donc, du point 5 qui concerne les mesures d'apaisement pour la paix et la cohésion sociale, bien évidemment la cohésion nationale. Alors, tous ces éléments-là, est-ce qu'à un moment donné aussi, on va dire la plénière ne se dit pas on va trop loin, on va peut-être même au-delà du cadre politique, non, qu'il s'agissait d'une échange politique. J'aurais pu vous dire que notre émission est précoce. Parce qu'en réalité, à cette date, rien n'est encore adopté. Le rapport général sera adopté demain. Il y a des choses qui pourraient peut-être ne pas figurer, n'est-ce pas, dans ce rapport général. Et dans les énumérations faites tout à l'heure par mon aîné des forces courir pour un Bénin émergent, il n'a pas forcément pris en compte d'autres énumérations, d'autres formations politiques. Il y a d'autres mesures, n'est-ce pas, qui ont été proposées, par exemple, pour qu'on puisse aller à la décrispation aussi de l'atmosphère politique dans notre pays. Il y a par exemple la question de permettre à toutes les formations politiques, et même les formations politiques de l'opposition, de pouvoir désigner des représentants dans les structures telles que le COS, l'EPI, telles que la Sénat, ne serait-ce qu'au niveau des démembrements, pour que nous ne créions pas une autre crise devant. Et il est important aussi de nous situer dans le cadre de ce dialogue politique pour dire, nous prenons des décisions. Quelqu'un est commandeur de ce dialogue politique, c'est le président de la République. Nous lui faisons des propositions qui n'ont pas forcément un caractère injonctif, mais sa position de père de la nation, qui apprécie mieux que tout le monde, mieux que les partis politiques qui sont même ses propres partisans, puisqu'il connaît les dangers qui guettent notre pays, il est à même d'apprécier aujourd'hui toutes les solutions qui vont sortir et en toute responsabilité décider d'aider le Bénin à aller vers l'apaisement qu'il souhaite lui-même. C'est pourquoi il n'a pas été limitatif. Il nous a dit aborder tous les sujets qui fâchent. Et je dis, l'UDBN a tout fait, en tout cas en ce qui le concerne, pour que ces sujets-là soient mis sur la table. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec toutes les propositions qui ont été faites. Quand mon ami parle de la reprise des élections législatives, il y a une tendance, par exemple, on ne sait pas si elle va se confirmer, qui va plutôt à écourter, n'est-ce pas, le mandat de cette 8e législature pour qu'on ne parle pas de reprise des élections législatives. Écourter leur mandat pour qu'on puisse coupler ça par exemple avec les communales et les élections locales dès 2020, d'autres proposent plutôt en 2021. Les discussions sont en cours et ne sont pas du tout achevées. Et je voudrais saluer ici, sur un certain nombre de sujets délicats quand même, l'ouverture que nous avons commencé par remarquer au niveau du bloc républicain, au niveau de l'Union progressiste. Je tiens à saluer cette ouverture. Parce qu'on ne peut pas rester dans le déni de la réalité et faire comme s'il n'y a pas de problème. C'est faux. Il y a de problème. Il y a de problème et l'ouverture d'esprit que nous avons sentie, au moins dans la journée d'aujourd'hui, nous prouve que nous pouvons encore faire des surprises qui rassurent nos populations. Et c'est dans ce sens que je crois que dès la lecture du rapport général, les Béninois seront certainement surpris de savoir que nous sommes capables encore de conjurer le mauvais sort. Nous ne disons pas que tout ce qui sera retenu sera de facto appliqué, mais toutes les solutions pertinentes. Il est très important que le père de la nation, qui a convoqué, n'est-ce pas, ce dialogue, puisse exploiter ces solutions positives qui sont proposées pour que nous puissions libérer le pays de sa torpeur. Ne pas le reconnaître, c'est faux. Il y a de la torpeur. Il y a de la torpeur dans le pays.
il y a des gens qui ne sont pas à l'aise. Les opérateurs économiques ne sont pas à l'aise. Les citoyens ont peur. On se demande si on a fini avec tout ça. C'est réel. Je dis encore, je salue le Bloc républicain et l'Union progressiste pour le changement de ton qui nous a permis finalement d'avancer. Ce ne fut pas facile, mais c'est ça aussi l'esprit d'un dialogue. On ne va pas à un dialogue en tant que copains pour que ça donne l'impression que nous complotons contre la nation béninoise. Nous allons discuter franchement des sujets qui fâchent. Et tous ces sujets-là ont été vraiment mis sur la table. On ne va pas faire, pour ne pas arracher un peu le suspense de tout ce qui pourrait être annoncé par les rapporteurs et le présidium, le ministre Dorothée Sosa, le ministre Topanou et les deux autres qui accompagnent, notamment l'honorable Oden Aladeti, pour ne pas, n'est-ce pas, nous substituer à eux. Nous ne voulons pas aller en profondeur par rapport à un certain nombre de choses qui se sont déjà dites entre hier et aujourd'hui. Mais ils conduisent quand même ces débats avec beaucoup de maestria. Ils ont mis à l'aise tous les participants pour que nous puissions poser tous les problèmes et que ce qui pourrait s'apparenter à des trafics d'influence soit combattu immédiatement pour que le dialogue politique ne soit pas dévoyé. Vraiment, il fallait quand même le dire pour que les téléspectateurs soient rassurés sur ce qui se passe depuis hier. Alors, on va demander à Prosper Adokounou si finalement vous avez l'impression que, bien évidemment, les discussions sur les thèmes et les sujets sont de nature à faciliter quand même la décision finale. Absolument. C'est bien de discuter, c'est bien de prendre des conclusions, mais il faut tout de même faciliter la tâche à celui qui a commandé, comme l'a dit Aïzano. Oui, je voudrais d'abord faire observer que ce que j'ai lu là, c'est les exigences de FCBE. Le rapport qui sera présenté demain, qui sera validé demain, on va voir ce que ce rapport-là va contenir. Mais je voudrais également faire remarquer à mon ami Sanga que FCBE, comment vous pouvez dire que FCBE ne voulait pas aller aux élections? FCBE même. On ne va non, ça, il faut corriger ça immédiatement pour dire que il y a eu beaucoup de problèmes autour de ce fameux récépissé. Vous n'avez pas déposé le dossier. Comment on n'a pas déposé le dossier? Vous n'avez pas acté, vous n'avez pas candidaté. On ne peut vraiment pas. Vraiment. Vous n'avez pas candidaté, monsieur. Mais c'est comme si vous n'étiez pas dans le pays. Un ancien militant FCBE comme vous. C'est le dialogue politique. C'est le dialogue. Vous n'avez pas candidaté. Un ancien. L'UDBN a candidaté, même si elle a été recalée. Ils ont raison de dire. On n'a pas eu de récépissé. Vous avez le récépissé, vous avez eu le certificat avant de candidater? Non, attends. Il y a d'abord le récépissé. On a déposé tous les dossiers. Donc, quand on a attendu dès le dépôt, longtemps. vous avez eu un premier accusé de réception. Oui. Ça pouvait vous permettre de... Vous n'avez pas candidaté. Non. Ne venez pas nous faire cette guerre-là. Vous n'étiez pas prêt. Deuxièmement, il n'y a pas d'exilés politiques là. Il ne faut plus jamais dire ça. Moi, je n'en connais pas. Mais c'est vous ça. Ça n'engage que vous. Il y a des exilés politiques. Aujourd'hui là, le Bénin a des exilés politiques. Ah ben c'est bien. Et ces exilés politiques là, le nombre s'accroît de jour en jour. Et ce n'est pas bon pour l'image du pays. Et le chef de l'État a vu juste de dire que il faut qu'on déblaye toutes les questions qui peuvent ramener la paix dans notre pays. Ensuite, enfin, je voudrais dire que il ne faut jamais que les gens pensent que FCBE connaîtra le sort de certains partis où on dit c'est l'Eltan, FCBE retrouvera son unité. Oui, une réaction de... Je voudrais peut-être sur la question des exilés politiques, puisque nous sommes en train tous de rechercher une décrispation politique, c'est un préalable souvent évoqué par les formations politiques de l'opposition, et peut-être aujourd'hui que même du côté de la mouvance, il y a des formations politiques également qui pensent que dans les mesures d'apaisement, il faut
aller dans ce sens. On appréciera au cas par cas qui peut être considéré comme exilé politique et qui ne l'est pas, qui peut être considéré comme prisonnier d'opinion et qui ne l'est pas. Maintenant, écoutez, ce n'est pas la première fois. Mon aîné Sangan ne me contredira certainement pas sur le sujet que nous parlons de la possibilité d'exilé politique dans notre pays. Non. Il y a des candidats qui ont dit qu'ils étaient menacés pour leur opinion politique et qui étaient hors du pays et on a dû discuter pour qu'ils viennent et ils ont pris le pouvoir par la suite. Et donc, ils étaient considérés comme des exilés politiques. Donc, on ne va pas faire comme si ce n'est pas des problèmes réels. Nous connaissons au cas par cas. Il ne sera pas dit que tout le monde, tous ceux qui sont en prison ou bien tous ceux qui sont en dehors du pays, systématiquement, ils ne vont plus faire face à la justice parce que on l'aurait décidé. Ce sera apprécié au cas par cas parce qu'il ne faut pas aussi qu'on affaiblisse totalement notre système de justice et que n'importe quel kidam qui aurait par exemple soutiré des sous publics, des fonds publics et qui auraient disparu avec des fonds publics, il ne faut pas que la conclusion du dialogue politique soit qu'on puisse les blanchir pour qu'ils viennent allègrement faire comme si de rien n'était. Un jeune comme moi, qui n'a pas eu, n'est-ce pas, qui est contre la corruption, un parti comme l'UDBN, qui est foncièrement contre la corruption, parce que la corruption ne permet pas aux jeunes de trouver de l'emploi. Alors nous, on ne serait pas d'accord à l'UDBN. Ce serait trop facile de piller nos caisses, d'aller se réfugier quelque part et de dire par la suite qu'il faut que ce dialogue politique-là légalise, nous donne une certaine immunité. Ça ne peut pas se passer de cette façon-là et l'UDBN veillera également à cela. Alors, dans l'ensemble, Sangan, est-ce que c'est la même question que Prosper? Est-ce que, tel que les choses se font, on va dire, le rapport ne sera pas trop lourd peut-être pour le demandeur de ce dialogue-là? Non, vous savez, c'est un dialogue, c'est une recherche de consensus, de compromis, et chacun doit y mettre du sien. Du sien. Je suis complètement en phase avec Kitty, Aïzanon du moins, qui dit qu'on peut voir les situations, les dossiers au cas par cas. Je serai contre une demande d'une loi d'amnistie générale pour permettre à tout le monde de rentrer. Parce que nous savons qu'il y en a qui sont partis simplement parce qu'ils ont escroqué des gens à qui ils n'ont pas pu offrir les voitures qu'ils leur ont promis. Il y en a parmi les exilés politiques d'aujourd'hui. Et le moment viendra, nous allons citer leur nom. Simplement pour des problèmes de voitures qu'ils n'ont pas pu acheter, ils sont partis. Donc on cesse de nous dire, c'est pas quand on crie qu'il y a exilé, on ne refuse pas qu'il y ait des situations qui ont contraint certaines personnalités, certains citoyens à sortir du pays. Pas forcément qu'on les y ait contraints. Non. Contrairement au cas que vous avez évoqué. Il a dû partir d'une certaine manière. Moi, je n'ai cité personne. Et vous le savez, je n'ai cité personne. Je n'ai cité personne non plus. Je n'ai cité personne non plus. Mais je dis contrairement à ce que vous avez évoqué, et il a dû partir d'une certaine façon. Même si après il est revenu dans la justice, dans la vérité, dans la légalité, pour triompher, parce que Dieu l'a voulu, parce que Dieu l'a volé, l'a innocenté, parce que Dieu l'a lavé, le peuple l'a absous. Ce n'est pas le cas. Que ceux qui se reprochent des choses. Moi, je suis d'accord qu'on aille à des assises, qu'on crée même des tribunaux spéciaux, vérité, réconciliation, pardon. Même s'ils nous ont volé là, qu'ils disent, oui, moi je reconnais, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais c'est parce qu'il y a ci, il y a ça. Qu'on attende qu'on sache, qu'on ait quand même conscience qu'ils reconnaissent leur tort. Mais qu'on ne nous dise pas d'applaudir des voyous qui sont partis avec nos sous, qui s'offrent la belle vie là-bas. Qu'on dise qu'ils sont des exilés politiques, non. Moi, je travaille dans ce pays depuis un certain temps. Je ne suis pas très jeune. Mais je connais mes réserves. Monsieur Adoukonou, je vous connais, je connais chez vous, vous êtes mon frère. Je sais, vous avez travaillé, vous êtes retraité. Je vous connais. Et vous savez, suivez mon regard. Nous savons bien de quoi nous parlons.
Et quand je dis qu'il n'y a pas des îlets tels que vous le dites là, nous savons de quoi nous parlons. Nous savons de quoi nous parlons. Et donc, il faut que toutes les parties ou chaque partie ne s'accroche pas à ses exigences et n'exige pas que ces exigences-là transparaissent dans le rapport final. Ça risque que tout. Il faut qu'on s'en tienne à l'essentiel. L'essentiel pour nous faire redécoller, l'essentiel pour apaiser la psychose, l'essentiel pour nous permettre d'évoluer, quitte à ce que, avec le temps, nous puissions remettre sur la table les autres problèmes et en débattre. Il y a bien évidemment quelques autres points. C'est vrai qu'on s'est attardé sur ces mesures-là. Il y a d'autres points, on va y revenir. Mais avant, juste une petite pause pour souffler. Même dans le dialogue, il faut souffler, mais on va souffler en suivant le modérateur général. Les gens l'ont déjà décerné des... on va dire les gens ont exprimé leur satisfaction au vu donc de la manière dont ils gèrent le dialogue. On va suivre donc l'ancien ministre Sosa. En fait, c'est le second jour à la maison du dialogue qui nous a permis d'achever l'examen de l'ordre du jour que nous avons ensemble adopté hier. Alors, si vous avez bien suivi les travaux, hier, nous avons examiné juste le premier point de cet ordre du jour, qui consistait à travailler sur le toilettage des textes électoraux qui ont créé certaines difficultés. Aujourd'hui, nous avons fait le reste, le renforcement du système partisan, la représentation équitable de la population au Parlement notamment. Nous avons également travaillé sur les mesures d'apaisement qui doivent permettre de sortir de la crise connue par notre pays. Je crois que tout s'est bien passé dans une ambiance très fraternelle, je dirais. Et c'est tout à l'honneur, me semble-t-il, de notre classe politique. Demain, les participants seront invités à adopter le rapport de nos travaux. Après quoi, nous allons transmettre ce rapport au chef de l'État qui a demandé, qui a convoqué ce dialogue national, ce dialogue politique, et à qui nous devons transmettre le rapport. Notre tâche a été grandement facilitée. Nous sommes facilitateurs, mais nous-mêmes, nous avons bénéficié de facilitation, si vous voulez bien, parce que notre tâche a été facilitée par le discours du chef de l'État, qui a balisé le terrain. Nous avons facilement pu dégager les points à discuter de son discours. Première chose. Et de deux, j'ai vu qu'il y avait une très bonne volonté de la part des participants. Je pense que chacun et chacune entendait mettre du sien pour que nous sortions de la difficulté qui est la nôtre aujourd'hui. Je crois que lorsqu'ils auront formulé les recommandations, ils auront soumis donc ces mesures d'apaisement qui sont des doléances au président de la République en les recevant. Donc il fera le traitement qui conviendrait. Il faut donc espérer que cette journée qui, de mon point de vue, est très décisive, permettra d'aboutir aux résultats escomptés. L'objectif majeur tel que le président l'a fixé, c'est la décrispation. Alors donc, tout ce qui se dit aujourd'hui y concourt, et c'est ce que je peux souligner. Alors, voilà donc, on vient de suivre le ministre de la Justice à la suite, bien évidemment, de Dorothée Sosa, lui qui est le modérateur général de ce dialogue-là qui a commencé depuis hier. J'ai envie de vous demander un peu si vous, à un moment donné, même si vous voulez, vous l'avez facilité, la modération. Évidemment, bon, il faut vraiment remercier le professeur Sosa pour sa manière de diriger le dialogue. C'est un bon casting alors. Ah oui, c'est un bon choix. Vous savez, c'est une question d'expérience, ces choses-là. Mais il faut dire aussi que les délégués lui ont facilité la tâche. C'est important. Ça, c'est très, très important. Surtout l'opposition. Parce que l'opposition lui a facilité la tâche et il faut dire, comme il l'a dit, que nos amis du bloc républicain et de l'Union progressiste ont été compréhensifs. Ils ont compris que oui, il fallait vraiment nous accompagner. Sinon, le dialogue
allait vraiment flopper. Alors, on ne va pas s'attarder sur ses qualités. Hein. Tout le monde, pratiquement, depuis hier, est unanime. Je vais vous relancer sur, on va dire, un autre point. C'est... Non, je voudrais, avant qu'on en arrive là, je voudrais qu'on s'entende sur un point. Je conçois, et vous concevez avec moi aujourd'hui, qu'il n'est pas nécessaire que le modérateur soit forcément une éminence. Et qu'aujourd'hui, les politiques peuvent discuter entre eux sans avoir nécessairement besoin de la présence de la société civile. Voilà. Il n'y a pas eu de... Vous le concevez. La société civile n'était pas présente. Voilà, donc ça veut dire que les politiques peuvent échanger entre eux. Non, oui, ce que moi j'ai déploré, il faut dire qu'il fallait convoquer tout le monde, même ceux qui n'avaient pas le récépissé. Parce que c'est un dialogue, on a dit. Et l'ordre du jour du dialogue, c'était de revoir les lois qui ont posé problème. Et c'est justement à cause de ces lois-là que l'USL, le PCB et le Restaurer Espoir n'ont pas eu le récépissé. Puisqu'on va au dialogue pour discuter de ces choses-là, il fallait leur présence. Et c'est ce que FCBE défendait en fait. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu le récépissé, c'est vrai qu'ils ne se sont pas conformés, mais il faut dire que c'est l'application de la loi qui nous a conduit à cette extrémité-là. Même les relances, les relances multiples. Bon, arrivé au dialogue, ils vont s'expliquer. Finalement. Comment? FCBE, quand même, est parvenu à le faire. Non, ça c'est... Il ne faut pas... FCBE est parvenu à le faire. Mais ils ne disent pas ça. Hein. Ils disent qu'on a choisi de donner le... Allez, on ne va pas faire... on ne va pas faire... C'est vrai que c'est le dialogue, que tous les sujets sont sur la table. Nous avons eu régulièrement notre récépissé. Ah non, c'est pas ce que les autres disent, hein, qu'on a choisi de donner à qui on veut. Non, c'est pas vrai. Bon, c'est vrai que je ne sais pas. C'est vrai que je ne suis pas ministre de l'Intérieur. Je ne sais pas. Mais je sais comment ça se passe parce que nous, de toutes les manières, il fallait convoquer tout le monde, y compris ceux qui n'avaient pas leur récépissé. Revenons donc sur ces points-là, notamment un des points, le statut de l'opposition à Isanon. Qu'est-ce qui a été retenu, même si on ne va pas avoir la version finale? Non, je ne vous dirai pas ce qui a été retenu, mais les tendances dans les discussions. Je vais énoncer, n'est-ce pas, les tendances. Je crois que les participants, dans leur ensemble, mouvance comme opposition, ont reconnu le fait que le statut actuel qu'on propose à l'opposition à travers cette loi votée en 2002 sous le général Mathieu Kérékou n'est pas un statut attractif et sécurisant pour l'opposition. C'est pourquoi les formations politiques de l'opposition, et quand nous disons opposition, n'oublions pas que la mouvance d'hier est l'opposition d'aujourd'hui et que l'opposition d'aujourd'hui peut être la mouvance de demain. La roue tournante. Donc la roue tourne. Il est important qu'on puisse prendre des lois qui sont exploitables et qui régissent notre vivre ensemble de manière à ce que notre démocratie se consolide véritablement. Si depuis 2002, on a du mal à mettre en application cette loi votée, ça veut dire que les gens ne se sentent pas à l'aise. Effectivement, nous avons lu la loi et nous avons retenu qu'il est très urgent d'aller à l'actualisation de cette loi-là pour que les chefs de file de l'opposition puissent avoir un statut qui les rassure, qui puisse leur conférer des droits et en même temps des devoirs, que les chefs de file de l'opposition puissent avoir par exemple un accès libre aux médias publics, qu'on puisse également les consulter véritablement sur un certain nombre de questions. Vous savez, le Bénin n'a pas inventé la démocratie. Nous voyons comment cela se passe dans certaines démocraties qui sont un peu plus en avance, n'est-ce pas, par rapport à nous autres, notre pratique,
que vous prenez en Israël, en France, il y a parfois que c'est institué même, que chaque semaine, chaque mois, on puisse avoir des cadres, n'est-ce pas, pour échanger avec les formations politiques, notamment les leaders de l'opposition, pour prendre également leur avis, parce que la roue tourne, ce que celui qui est au feu, au charbon, et je précise, c'est très compliqué d'être au feu, c'est très compliqué d'être au charbon. Et ceux-là qui, je ne sais pas si c'est un privilège vraiment, que d'avoir la chance de diriger, n'est-ce pas, un pays comme le Bénin, ceux-là qui sont au charbon, je vous assure, ce ne sont pas forcément des super génies qui peuvent faire attention à tout. Des détails peuvent leur échapper. C'est pourquoi il n'est pas intéressant d'affaiblir l'opposition qui peut apporter aussi des contributions qui, à un moment donné, vous réveillent et vous permet de corriger les dysfonctionnements qu'il y a dans votre gouvernance. Parce qu'en définitive, ce que nous voulons nous tous, si tant est que nous ne faisons pas la politique pour nos seuls intérêts égoïstes, c'est bien le bien-être de nos populations que nous cherchons. Pourquoi ça devait faire mal que l'opposition attire notre attention sur un aspect, quitte à ce qu'on en discute comme on le fait aujourd'hui là, pour parvenir, n'est-ce pas, à un compromis qui permette à celui qui est là de faire le maximum qu'il peut faire au service de notre pays. Je crois que des propositions très intéressantes, je ne vais pas citer de formation politique pour ne pas faire de jaloux, ont été vraiment faites, et je suis sûr que dans la sortie de crise qui pointe à l'horizon, le rapport fera cas d'un certain nombre de décisions pour que désormais les partis politiques de l'opposition soient à l'aise, puissent se déclarer comme formation politique de l'opposition, puissent se faire enregistrer au ministère de l'Intérieur, et que les droits qu'on doit leur réserver, même dans le dispositif protocolaire de l'État, les gens sont allés jusqu'à demander à ce que le chef de file de l'opposition ait rang de ministre d'État, et qu'on puisse... Ce n'est pas une innovation béninoise, ça existe ailleurs, pour que les fils et filles d'un même pays puissent se dire, après tout, écoutez, on est ensemble. J'entends des sujets très délicats, par exemple, dans un pays comme Israël, qui vient de finir, il y a à peine, vous savez, les débats actuels qui se mènent sur les élections législatives. Quand j'entends qu'il est possible que des gens réclament, ils préfèrent, au lieu d'aller au gouvernement, ils préfèrent aller dans l'opposition, être chef de file, parce que le statut là-bas est attrayant. Ils ont des rendez-vous obligatoires avec le président de la République en tant que chef de l'État. On ne peut pas engager le pays, par exemple, sur des questions stratégiques. Les guerres, des questions stratégiques, certaines négociations à l'international, sans que le président puisse s'asseoir avec l'opposition pour l'écouter sur la question. Cette gestion participative du pays nous rassure qu'on va limiter les dérapages pour que vraiment nous puissions, la main dans la main, construire ce pays, parce que ce n'est que ça que nos populations attendent de nous. Nos populations n'ont pas besoin qu'on se déchire tout le temps, n'ont pas besoin qu'on se lance dans des invectives inutiles qui en fait retardent l'action de celui-là même qui est au pouvoir. Ça retarde son action. Alors, une fois encore, hein, là, sur le même aspect, le statut de l'opposition, est-ce qu'on ne glisse pas vers toujours cet intérêt-là, on va dire, sans lequel le politique est toujours capricieux? Non, pas du tout. Pas du tout. Il importe que l'on confère, que l'on donne, qu'on crée les conditions de l'exercice de l'opposition. C'est pas facile. C'est pas facile non plus. Ça demande autant de débuts d'énergie que de débuts d'argent. Donc il faut permettre à celui qui se réclame, qui est le chef de file de l'opposition, de pouvoir exercer les prérogatives liées à son rang, et de pouvoir assumer les responsabilités qui l'accompagnent. Vous savez, un leader politique dans un pays comme le nôtre, excusez-moi, hein, c'est pas la joie, hein. C'est pas la joie, hein. Vous n'avez pas de vie à vous, vous n'avez pas de ressources à vous, hein. C'est vrai. Donc il faut créer les conditions pour que celui qui est de l'opposition puisse réellement contribuer à la construction de la nation. Parce que la nation nous appartient à tous. Autant à ceux qui sont de l'opposition qu'à ceux qui sont de la mouvance. C'est vrai aussi, et nous devons le reconnaître, que cette opposition que nous lisons aujourd'hui, cette opposition
qui a tendance à tout peindre en noir, qui a tendance, cette opposition, réseaux sociaux, ce n'est pas ce dont nous avons besoin. Et c'est pourquoi il faut encadrer, il faut définir les paramètres, il faut définir les contours de l'exercice du pouvoir de l'opposition. Que les gens soient situés dans leurs responsabilités, dans leurs droits et dans leurs obligations. C'est important qu'on y aille. Mon souhait, puisque je n'étais pas là-bas, mon souhait, c'est que de bonnes propositions aillent dans ce sens et que effectivement la loi 2002 soit relue. Qu'on en fasse une relecture et qu'on l'améliore. Qu'on l'adapte aux réalités d'aujourd'hui. Alors, cet aspect-là, la responsabilisation, est-ce que dans les discussions, ça va de pair avec la sécurisation des statuts? Le débat a été un débat de haut niveau. Le débat sur le statut de l'opposition a été un débat de haut niveau parce que on nous a résumé le contenu de la loi de 2002. Et cette loi, Maître Yves Edgar Monou, un délégué du PRD, s'est posé la question. Il faut que tout le monde se pose la question de savoir pourquoi on ne l'a jamais appliquée. Et en décortiquant, on s'est rendu compte que le contenu là, avec ce contenu, ce sera difficile de l'appliquer. D'abord, la loi reconnaît qu'il y a plusieurs chefs de file de l'opposition. Alors, quelles sont les conditions pour définir le chef de l'opposition? Et il a donné l'exemple, par exemple, de la Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, si vous allez aux élections législatives, celui qui gagne les élections législatives devient Premier ministre, c'est-à-dire le chef du parti. Comme ça, c'est le cas actuellement. Mais Jérémy Corbyn, qui est perdant et qui est de l'autre parti, devient automatiquement. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Surtout dans un système présidentialiste. C'est un peu difficile de considérer que tel est le chef de l'opposition. Donc, si on améliore la loi telle qu'elle se présente aujourd'hui, il va falloir que les chefs de l'opposition s'entendent pour élire leur chef. Vous voyez un peu comment ça se complique. Et il faut y mettre des choses qui puissent attirer les gens vers l'opposition. Parce que ce n'est pas facile, comme il a dit, de faire de l'opposition aussi. Ça n'a même pas été facile de faire de la mouvance, d'ailleurs. Alors, l'autre point, très rapidement, Aïzano, c'est quand même celui qui concerne la représentation avec équité au niveau de l'Assemblée nationale, notamment la représentation avec équité au niveau territorial, mais la représentation surtout liée aux questions de genre, un peu des tendances au niveau des discussions. C'est vrai que nous n'avons peut-être pas encore creusé en profondeur tout ce qui a été dit sur le renforcement du système partisan, tout à fait. Mais je voudrais effleurer très rapidement pour rassurer l'opinion que ce serait surprenant que les montants faramineux, n'est-ce pas, qui étaient mis comme blocage, n'est-ce pas, pour les élections, que ce serait surprenant de revoir encore ces montants-là parce que presque à l'unanimité, les délégués sont en train de les combattre. Ça ne ressemble à rien, c'est une innovation béninoise. Dans la sous-région, pour les élections législatives, aucun pays ne dépasse encore 20 millions pour une liste. C'est un peu bizarre qu'au Bénin, on soit à 249 millions. Donc, il y aura certainement des évolutions dans ce sens. Une autre... au niveau des propositions. Une autre évolution possible, n'est-ce pas, c'est que sur la question même du parrainage qui a été évoquée, n'est-ce pas, pour diminuer l'importance de l'argent dans la politique, la réflexion fait son cours. Il s'agit maintenant de voir à partir de quand nous sommes suffisamment mûrs pour organiser ce parrainage pour que ce ne soit pas un autre moyen pour bloquer des formations politiques, des candidats. Donc, si c'est dans 15 ans, dans 20 ans,
et on a bien réfléchi pour mettre en place ce système de parrainage des élus. Et on dit que ce n'est pas forcément des députés uniquement, des élus à l'Assemblée, des élus locaux, des élus municipaux et communaux. Il se peut que d'ici 15 ans, 20 ans, on décide que pour être candidat dans l'élection présidentielle, il faut être capable de réunir, c'est pas moi, 100, 500 signatures de ces élus-là pour prouver quand même qu'on les a rencontrés, on leur a parlé de notre vision pour le pays. Ce sont des sujets qui sont actuellement en discussion, actuellement au niveau, n'est-ce pas, de ce dialogue politique-là. Maintenant, pour en revenir à la question de la représentation, n'est-ce pas, et la question de l'équité dans la représentation politique, c'est un sujet cher à beaucoup de formations politiques, mais vous conviendrez avec moi qu'un parti politique comme l'UDBN qui est dirigé par une femme, ça nous intéresse à plus d'un titre. Et d'ailleurs, la présidente de l'UDBN a dû rester toute la journée d'hier, également toute la journée d'aujourd'hui, parce qu'il fallait que la classe politique puisse bouger un peu sur cette question. Si depuis nous sommes tous d'accord dans nos discours officiels qu'il faut qu'on puisse permettre que les ressources féminines, quand même, qui sont les plus importantes dans notre pays, on est tous d'accord dans les discours officiels qu'on doit les avoir un peu plus dans nos instances politiques de prise de décision. Il faut qu'on trouve les moyens, comme d'autres pays l'ont fait également, même si c'est par une discrimination positive, qu'on puisse aller à 30, 40% par exemple de quotas imposés. Ce sont des sujets qui sont en discussion actuellement, mais on n'a pas limité cette question de l'équité dans la représentation uniquement à la question du genre. Nous sommes allés aussi à la question de la représentativité aussi de nos populations face à certaines agglomérations qui, quoi qu'on dise aujourd'hui, n'ont plus les mêmes envergures d'il y a 20 ans. Il est important quand même qu'on profite cette fois-ci pour demander à ce qu'il y ait des évolutions au niveau du nombre de députés alloués à ces circonscriptions électorales. Vous voyez, on ne va pas faire de jaloux, il y a beaucoup de cas dans le pays. J'ai vu, par exemple, le doyen Iggy Kolaole parler de sa zone, parler également de Abomey Calavi, on aurait pu parler de Parakou. Il y a des quartiers à Parakou qui font plus de 30 000 âmes, un quartier comme Banikani par exemple. Voilà, donc c'est des quartiers qui auraient pu être érigés ailleurs, en communes, qui dépassent des communes ailleurs. Donc, il est important qu'on puisse regarder ces évolutions démographiques-là pour qu'on augmente, n'est-ce pas, le nombre de députés. Et certaines formations politiques ont trouvé également que dans la question de la représentation, que faisons-nous de nos compatriotes de la diaspora? Est-ce qu'il ne faille pas, désormais, comme cela se fait dans d'autres démocraties qui ont eu les mêmes soucis, parce que ce sont nos compatriotes. Ils envoient des ressources dans le pays. Ils contribuent au développement du pays. Mais ils n'ont aucune emprise au niveau de la politique nationale, là où on parle des lois qui doivent régir la vie de la nation. On les prive pratiquement du droit d'opiner. Pourquoi ne pas créer aussi, comme cela se fait ailleurs, des pôles pour que ces Béninois de l'extérieur là puissent élire leurs représentants, quitte à eux de s'organiser pour, n'est-ce pas, participer efficacement à la prise de décisions au niveau de l'Assemblée nationale. Ce sont des idées qui sont agitées actuellement. Ce n'est pas fini, ce n'est pas exhaustif, comme je le dis. Rien n'est encore totalement retenu. La primauté, n'est-ce pas, sera donnée aux délégués de retenir définitivement des suggestions, des propositions dans la journée de demain. Et ce sont ces propositions-là qui seront transmises, n'est-ce pas, aux demandeurs, aux commandeurs de ce dialogue politique. C'est vrai, quand nous disons demandeur, il n'a pas l'exclusivité lui seul, parce que la classe politique, même les opposants, depuis, demandent ce dialogue. C'est sur la question des préalables à mettre en œuvre qu'on ne s'entend pas. C'est tout le pays, et même les citoyens, et même la société civile demande ce dialogue-là, parce qu'il n'y a pas autre façon de faire. Si on ne faisait pas le dialogue, nous continuons par foncer droit dans le mur et les conséquences seraient encore plus dramatiques. Maintenant qu'on se parle, il y a espoir qu'on évolue dans le bon sens. Qu'on bouge. L'Union progressiste sur la question de la femme était déjà préparée.
Oui, l'Union progressiste a fait des propositions dans ce sens-là que nous partageons entièrement, qui a reçu également l'assentiment des compatriotes, des frères béninois qui étaient là. Nous allons continuer d'y travailler pour que cela puisse réellement être pris en compte et que les mêmes chances puissent être offertes aux mêmes béninois. Mais là, revenons particulièrement à la question du genre. Moi, je dis souvent à nos femmes, de se battre. De se battre, de se lever, de ne pas s'attendre à ce qu'on leur fasse le tapis rouge. Elles réclament, elles savent réclamer la parité. Mais quand il y a lieu de se battre, de s'affirmer, très peu de femmes se lèvent. Moi, j'ai eu 700, je l'ai dit partout, j'ai eu la chance d'avoir présidé la commission des candidatures pour les dernières législatives. Je connais le nombre de candidatures féminines qu'on a reçues. Je connais. Nos femmes, certaines d'entre elles crient, mais ne veulent pas aller au charbon. Elles ne veulent pas aller au charbon. Il faut qu'elles s'intéressent à la chose politique et il faut également que nous-mêmes, hommes, époux, que nous les y accompagnons, que nous créions les conditions pour qu'elles puissent de manière saine, je dis bien de manière saine, faire de la politique. Voilà. Merci. Une réaction? Non, juste pour dire que je suis totalement d'avis avec vous, mais je crois que les lignes bougent au niveau des femmes. Les lignes bougent et elles sont de plus en plus vraiment nombreuses à réclamer leur droit, n'est-ce pas, d'être mieux pris en compte. Ce n'est pas un cadeau que nous faisons aux femmes. C'est pas un cadeau que nous faisons aux femmes. C'est un problème de développement. Dans la sous-région, le Bénin est dernier en matière de promotion de la femme. Ce n'est plus normal. Beaucoup d'instances à l'international nous stigmatisent par rapport à ce fait. Nous perdons des financements parce que nous n'avons pas justement trouvé les mécanismes nécessaires pour mettre davantage nos femmes devant. Elles sont de plus en plus nombreuses à se battre. Mais si nous-mêmes, hommes, on peut peut-être se poser la question, les hommes sont-ils prêts à voir les femmes plus nombreuses en politique? C'est ça aussi l'autre question. C'est pourquoi il faut un certain nombre de mesures incitatives. Et il y a des propositions très intéressantes qui, par exemple, disent pourquoi ne pas allouer plus de financement aux partis politiques qui auraient réussi à faire élire un maximum de députés femmes. Voilà une proposition que l'UDBN trouve géniale, qu'elle a d'ailleurs aussi proposée dans le mémorandum déposé depuis hier. Il faut qu'on trouve des mesures. On ne peut pas rester à dire les mêmes choses. On le disait il y a 20 ans. Les femmes ne savent pas se battre. Mais on va toujours dire ça dans les 20 prochaines années encore. Elles ne savent jamais se battre. Non, je crois que nous-mêmes, hommes, quelque part, nous faisons preuve d'un peu de machisme, comme certains aînés aussi aiment faire preuve de protection de leurs intérêts, ils ne veulent pas que les jeunes viennent. C'est de la même façon qu'on n'a pas envie que les femmes méritantes puissent également prendre d'assaut la sphère politique. Ayons le courage de le dire, faisons le bon ensemble. Je suis sûr que ça va impacter plus positivement tous les partis. Je crois avoir dit la même chose en nous demandant de créer les conditions pour que les femmes puissent de façon saine participer à la vie politique. Allez demander à celles qui s'excellent aujourd'hui, qui se battent pour s'affirmer, allez leur demander ce qu'elles vivent autour d'eux, de quel nom on les affirme. Il faut que nous nous comportions nous-mêmes, que ces femmes-là qui sortent retournent à leur foyer de façon complètement sécurisée. C'est ça le vrai problème. Le problème, c'est pas ailleurs. Le problème, c'est que les hommes ont peur. Mon épouse me reviendra-t-elle si dans l'esprit là? Moi, mon épouse a voulu entrer en cycle doctoral. J'ai dit, vas-y. Pourquoi pas? J'ai dit, il n'y a pas de souci. Mais j'ai un ami qui m'a dit, ne permets pas. Attention. Tu veux qu'elle soit plus diplômée, elle va te quitter. J'ai dit, mais si elle me quitte, c'est pas grave, elle gardera les enfants. Mais ça, il faut que c'est réel. Ce n'est pas que nous ne voulons pas des femmes dans la politique, mais autant que nous le disons, nous ne voudrions nous-mêmes là pas permettre à nos épouses à l'intérieur d'aller à des réunions politiques parce que nous savons ce qui s'y passe. C'est pourquoi il nous importe. Là, il faut que je dise la vérité. Il nous importe de créer les conditions
d'une saine émulation, d'une saine participation de la femme à l'activité politique. Et si nous créons ça, si nous sécurisons les foyers, si nous rassurons les époux que nous sommes, la femme béninoise va exceller et va nous surprendre parce qu'elles sont capables de beaucoup de choses. Pour peu qu'on en a aujourd'hui, nous avons d'excellents résultats. Absolument. Alors, pourquoi ne pas les y encourager? Dans le même temps, je leur demande de ne pas attendre que nous les y poussions. Parce qu'elles ne prennent pas l'initiative, c'est pas à nous époux, c'est pas à nous maris de leur dire venez, parce que quand elles viendront discuter avec nous le peu de place que nous avons déjà. Nous, d'une génération que moi j'appelle génération sacrifiée. Vous et moi, nous sommes d'une génération sacrifiée. Nous avons encore très peu de temps aujourd'hui à vouloir rester en politique, parce que nos enfants n'auront pas la patience que nous avons eue jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est normal que si nous pouvons, dans une certaine mesure, conserver nos avantages, c'est normal qu'on s'y emploie. Sur le même sujet, allez-y. Non, je crois qu'il y a deux problèmes pour cette affaire de genre en politique. Il y a d'abord la volonté politique. Et deuxièmement, oui. Non, la volonté politique des dirigeants. Okay. Et il y a aussi la culture, notre culture. Il a dit. Les réalités sociales. Les gens ont des idées derrière la tête quand une femme entre en politique. Et justement, les hommes politiques, comme il le dit, ils ne créent pas les bonnes conditions pour cela. Parce que dès qu'une femme entre en politique, bon, on s'en sert comme on veut. Ce qui n'encourage pas les gens à laisser même leur épouse aller en politique. Donc, il y a deux problèmes. Problème de volonté politique et problème de culture. Mais nous aurons avantage à ce que les femmes soient vraiment promues. Parce que lorsqu'on confie des responsabilités à une femme, je veux parler par exemple en matière de détournement, les femmes ne détournent pas. C'est les hommes qui détournent le plus. Les femmes ont peur, elles ont la probité de gérer les affaires publiques. Et je crois que si la volonté politique y est et qu'on essaie de favoriser la promotion de la femme, le Bénin va y gagner beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, si on donne une certaine proportion de responsabilité aux femmes, le Bénin sera mieux géré. Alors, merci beaucoup. On va faire un dernier tour de table pour ne pas dire que je vais demander à chacun de me permettre de conclure cette émission, mais en mot de conclusion. Oui, en mot de conclusion, je voudrais dire que l'UDBN est entré dans ce dialogue depuis hier avec des craintes, des appréhensions, mais nous commençons par avoir quand même de l'espoir. De l'espoir pour dire que ce qui était notre credo depuis, nous qui avions été injustement exclus des élections législatives, pour avoir tout fait, comme mon ami d'en face l'a reconnu, et qui n'avons pipé mot, qui n'avons commis aucun acte de violence, nous avons commencé par avoir espoir que notre credo de paix, qui invitait au dialogue avant même l'installation de la 8e législature, nous sommes contents qu'on commence par être entendus un peu et qu'on aille vers cette décrispation-là qui nous permet de normaliser vraiment la situation politique pour permettre au président de la République aussi d'exécuter, comme on le dit, son programme d'action gouvernementale du mieux qu'il peut avec son équipe dans l'intérêt de nos populations et qu'il puisse avoir une opposition responsable également qui lui mette la pression positive pour qu'on ne s'écarte pas de l'essentiel. Allez, vous, Prosper. Bon, je pense que il faut que les recommandations, les résolutions issues de ce dialogue soient vraiment étudiées favorablement par le chef de l'État pour qu'on ne dise pas après ceux qui étaient contre la participation de l'opposition, pour que ceux-là n'aient pas raison sur ceux qui ont eu le courage d'y participer.
Ça, c'est très important. Parce que si nous n'avons pas de résultats, alors là, les gens vont dire, vous avez vu ce qu'on vous disait là? Finalement, vous êtes allé perdre votre temps et vous avez contribué à fragiliser le parti. Et je crois que le chef de l'État lui-même, il est conscient de, de la responsabilité, des enjeux qu'il y a. Il faut que ça donne de bons résultats. Merci et beaucoup. Que la population puisse encourager le chef de l'État à continuer dans le même sens. C'est toujours un plaisir de partager un plateau avec des éminences telles que celles que j'ai en face de moi. C'est davantage un plaisir quand c'est à la veille de la clôture des assises aussi importantes que ce que nous appelons le dialogue politique au Bénin. Connaissant l'initiateur de ces assises, connaissant sa détermination et sa pragmatisme, je sais que le président Patrice Talon sait là où il va. Et s'il a jugé nécessaire de prendre cette initiative-là, c'est parce que il est disposé à prendre en compte un certain nombre de propositions. Ce que je nous demande, c'est que nous puissions lui faire confiance, que nous puissions l'accompagner, que nous puissions l'aider à mettre progressivement en application tout ce que ces assises-là auront retenu et auront proposé. Encore que ça ne dépend pas que de sa seule personne, la mise en exécution de cette décision-là. Il faille que ça passe par les mains du législateur, que certaines mesures d'application soient prises et que tout le monde, que toute la classe politique accompagne cette initiative-là pour que demain, nous puissions nous en réjouir. Ce ne sera pas de la responsabilité de Patrice Talon de ne pas les avoir appliqués. Ce serait de la responsabilité de nos acteurs politiques. Parce que nous voyons ou non, il fera son temps et il va partir. Même s'il ne partait pas, personne n'est éternel. Nous finirons par passer le témoin. Vous comprenez? Donc, il est dans notre intérêt que quand nous nous entendons sur un minimum, quand nous balisons le terrain, quand nous définissons des conditions d'avancée, que nous nous mettons derrière, que nous poussons celui qui avance. Qu'on ne donne pas l'impression que nous voulons coûte que coûte, comme certaines chapelles le chantent aujourd'hui, que nous voulons coûte que coûte, qu'avant même 2021, que lui quitte le pouvoir pour que l'opposition puisse se retrouver cette lettre de noblesse. Merci, cher ami journaliste. Merci, Éric Martin Sanga. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci à vous, Aïzanon, sans oublier Adokono. Merci à vous d'avoir répondu à cet appel-là de l'analyse de ce qui se fait depuis hier et à demain, amis téléspectateurs.